13h. C'est un plaisir de vous présenter votre magazine Femmes pour 2023 et merci de votre fidélité. La majorité des acteurs politiques tiennent à la révision de la loi électorale pour un processus électoral apaisé. Cette question est déjà parmi les matières à traiter pour cette session de mars à l'Assemblée nationale. Nous parlerons donc ce jour des enjeux de la révision de cette loi électorale avec Madame Maïcha Patricia. Bienvenue à vous. Merci, Madame Christelle. Madame Patricia est donc activiste de droits humains et coordonnatrice de REDIC, Réseau pour le développement intégral du Congo. D'abord, écho de la centrale électorale. L'appropriation du concept genre pour un processus électoral équilibré était au centre d'un atelier organisé par la Commission électorale nationale indépendante. Je vous propose de suivre les détails dans cet élément. Président de la CENI, Didier Manara Linga, qui s'est réjoui de l'engouement suscité par des organisations regroupant les personnes vivant avec handicap, a dit en des termes clairs que laisser votre catégorie de côté dans ce processus électoral serait complètement absurde car vous êtes un dixième de la population qui va élire ses propres dirigeants. La catégorie que vous représentez aujourd'hui au pays, peut-être que les gens ne connaissent pas, d'après les statistiques à notre possession de 2021, parmi les Congolaises et Congolais, il y aurait 10 millions de personnes vivant avec handicap. Donc, pratiquement un dixième de la population du Congo. Donc, laisser cette catégorie de côté par rapport à un processus au bout duquel la population elle-même se choisit ses propres dirigeants serait pratiquement absurde. Voilà pourquoi la centrale électorale tient à vous dire ceci. Notre objectif majeur par rapport à l'organisation de ces cadres préparatoires est double. Le premier, c'est de vous confirmer, c'est de donner vraiment des confirmations sûres que les personnes vivant avec handicap vont être partie prenante effective du processus électoral. Deuxième objectif, c'est de vous écouter. Venu rejoindre d'autres membres du bureau, Denis Kadima, président de la centrale électorale, a déclaré que désormais l'aspect handicap sera pris en compte dans certaines réunions thématiques de la CENI, comme nous le faisons pour les femmes et les jeunes. Un point assez important en rapport avec l'intégration des personnes vivant avec handicap dans certaines de nos réunions thématiques. Parce que dans nos réunions, nous le faisons systématiquement, on se dit il faut qu'il y ait une bonne représentation des femmes par exemple, il faut qu'il y ait des jeunes. Désormais, on va ajouter les personnes vivant avec handicap. J'ai fait une demande à AFS de voir comment avec un consultant, on peut voir selon notre système électoral, comment on peut améliorer la participation des personnes vivant avec handicap. Je sais que le vote est secret par exemple, mais ce fait qu'il y ait des personnes qui cherchent à être aidées, mais sans avoir l'assurance que leur vote sera effectivement celui qu'ils ont fait, quoi, le choix qu'ils ont opéré. Ces travaux préparatoires se sont tenus en présence de la représentante de International Institute Madia Elbied et Muntakasila de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AIFES. Alors, Madame Patricia Maïcha, êtes-vous pour ou contre la révision de la loi électorale? Je suis pour la révision de cette loi. Donnez-nous vos explications, pourquoi? Je suis pour la révision de cette loi parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités, surtout en matière de genre. Les irrégularités, c'est vrai qu'il y a quand même des articles qui fâchent les femmes dans cette loi. Il y a notamment la question de l'éligibilité financière, il y a le manque de quotas de femmes, l'absence de la volonté des partis politiques. Pensez-vous y arriver? Oui, nous avons mené un plaidoyer quant à ça, par rapport aux articles énumérés, tels que vous l'avez dit, Madame Christelle. Mais, Madame Esther, tel que vous l'avez dit, vous voyez par exemple l'article 13, nous parlons des listes électorales. Parce que c'est un peu cité, mais c'est absurde. Là où on a parlé que la liste, donc la représentativité du genre n'était pas obligatoire. Donc la liste pourrait ne pas avoir le nom de la femme, elle serait irrécevable. Et là, nous avons trouvé que c'était une brèche qui était ouverte. Et nous avons proposé que cet article soit
stipulé de la manière suivante et que sous peine d'irrecevabilité, chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme-femme. Donc, une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de la femme doit être irrecevable. Cet article pourrait d'abord avoir l'impact à 2 niveaux. Au premier niveau, au niveau des partis politiques. Donc, les partis politiques vont faire de son mieux pour identifier les femmes fortes, les femmes capables, les femmes leaders, les femmes influentes, pour que les partis politiques puissent les aligner. Les femmes pouvant leur donner les sièges. Là, c'est d'abord en amont. Et en aval, comme les listes doivent être recevables avec ces femmes-là fortes, donc ces femmes-là seront élues. Parce qu'elles seront représentées et seront élues. Ça, c'est d'abord un préalable et c'est une grande avancée si cet article est pris en compte lors de la session présente. Pendant la session de mars, cet article est déjà aligné parmi les matières, mais pensez-vous que ça sera vraiment débattu? Bon, nous attendons, nous ne pouvons pas aussi juger, mais il y a les députés qui ont accepté de porter cet article et les femmes continuent leur plaidoyer. Nous allons voir, c'est à eux de voter, ils ont cette latitude-là, mais nous continuons à plaider et nous savons qu'il y a les hommes genrés qui peuvent soutenir cet article. Au-delà de cette démarche, ce que vous avez déposé à l'Assemblée nationale, quelle autre démarche à mener pour emmener les députés à réviser cette loi? Au-delà du plaidoyer que nous avons mené auprès du président de l'Assemblée nationale, il y a aussi des plaidoyers qui se font auprès des autres institutions à l'appui à la démocratie pour qu'ils puissent soutenir les femmes et parler aussi aux députés et essayer de les contraindre de voter pour cet article-là. Parce que c'est une brèche qu'on doit ouvrir et ça sera aussi, ce n'est pas une discrimination, mais c'est ça même la parité elle-même. Parce que là, il y avait l'article précédent était absurde et les choses doivent être claires. Et ça, c'est conformément à la Constitution par rapport à l'article 14. Notre Parlement est majoritairement composé des hommes. Et si les hommes se décidaient de ne voter que les articles en leur faveur, qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Les femmes vont user de leur majorité, elles vont user de leur majorité numérique parce que démographiquement parlant et sur le plan des électeurs, les femmes sont des majoritaires. Ils vont user de ça, c'est leur force. Mais si les partis politiques ne vous présentent pas, ils ne donnent pas des listes avec les noms des femmes, la majorité aura quel impact? La majorité a l'impact parce que les femmes sont majoritairement électrices. Donc, elles ont une décision, eux, aux hommes et aux femmes. Donc, les femmes ont une décision par rapport à tous les candidats parce qu'elles sont numériquement majoritaires. Il suffit qu'elles se solidarisent et il suffit que ces femmes-là mutualisent leurs efforts et peuvent sanctionner tous, et hommes et femmes. Donc, quand leurs droits sont émis, leurs droits ne sont pas respectés, ils doivent prévaloir leurs lois et savoir comment sanctionner. Mais certaines femmes, à la base, ne maîtrisent pas cette loi électorale, ne maîtrisent pas les enjeux. Ne pensez-vous pas que ces femmes doivent contribuer, faire partie de votre démarche? Oui, elles font partie de notre démarche parce que avant de déposer les plaidoyers, nous avons eu des séances de sensibilisation et c'est les femmes de 26 provinces représentées qui se sont mis ensemble pour proposer ces projets de réforme de la loi électorale. Et là aussi, nous sommes allés même plus loin à interdire, qu'on puisse interdire les pratiques des cadeaux électoraux. Parce que tout ça, c'est une corruption morale. Il faut laisser que les gens votent selon leur conscience. Ce n'est pas par rapport aux cadeaux. Et nous sommes allés plus loin en sensibilisant aussi la communauté tout entière, pas seulement les femmes, à savoir le rôle du député. Le rôle du député n'est pas de construire les écoles, de construire les ponts, de donner des cadeaux, de distribuer des dons. Donc tout ça, c'est une éducation citoyenne, c'est une éducation qui doit être permanente. Et pour élire, ce ne sont pas seulement les femmes qui ont le devoir de voter les femmes. Les hommes peuvent aussi voter les femmes qui sont compétentes s'ils sentent que ces femmes peuvent faire mieux pour le pays. L'élection, ce n'est pas seulement les femmes qui doivent voter pour les femmes. Donc quand on bat campagne pour tout le monde et que vous puissiez convaincre, que vous ayez un projet de société convaincant. Et là, même les hommes peuvent donner confiance aux femmes et leur voter.
Parlons, je reviens un peu par rapport à votre réponse, le rôle du député. C'est une parenthèse qu'on ouvre. Pensez-vous que vous pouvez changer la mentalité de ces femmes et de ces hommes qui vivent au fin fond de nos provinces, qui pensent que pour élire quelqu'un, il doit emmener des t-shirts, il doit emmener des casquettes, il doit emmener de l'argent, un peu de sel et tout, comme on le voit. Pensez que c'est facile de changer cette femme à la base, cette femme qui d'ailleurs doit être associée à votre démarche? Ce n'est pas une mentalité, c'est juste une corruption morale et c'est une question de gouvernance. Ancrer une mentalité maintenant. Là, nous pouvons encore ouvrir un autre débat parce que la question de gouvernance, c'est cette pauvreté-là qu'on a imposée à la population congolaise. C'est une mauvaise gouvernance et là, maintenant, ce n'est même plus l'affaire du député, ce n'est même plus l'affaire du Parlement, c'est tout le gouvernement qui sera mis en cause. Parce que quand on dit que ventre creux n'a point d'oreille, un peuple qui croupit dans la misère, il n'a pas le choix. On va faire son choix comment? Donc, le premier venu est le bienvenu et le premier cadeau est le bienvenu. Les gens ne savent même plus réfléchir normalement. Mais là, c'est une autre question de sensibilisation, c'est une autre dimension. Et c'est le grand travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. Nous menons le plaidoyer sur tous les fronts. Nous menons le plaidoyer pour la souveraineté alimentaire. Nous menons le plaidoyer pour la bonne gouvernance. Donc, nous menons le plaidoyer partout. Ce n'est pas seulement pour des élections. Parce que le train de la vie des Congolais est en dessous du seuil. Et là, c'est un problème majeur et ça joue beaucoup sur les élections. Ça joue beaucoup sur les élections. Et cette affaire-là a plusieurs conséquences et à plusieurs niveaux. Vous voyez, quand nous parlons des cadeaux électoraux, les députés, quel est ce député qui va prendre son salaire et aller les distribuer à la base? Parce qu'il a travaillé, c'est son salaire, ça doit revenir pour sa famille, n'est-ce pas, Madame Esther? Ça doit revenir pour sa famille. Maintenant, quand un député commence à aller mener des actions sur terrain, quel investissement a-t-il prévu? Ou bien quel financement les députés ont spécifique pour aller mener ces actions sur terrain? Là, ça nous ramène encore à la corruption au niveau du Parlement. Des députés qui créent des motions au niveau des assemblées provinciaux, ils créent des motions pour déchoir les gouverneurs, pour qu'ils soient corrompus au niveau du gouvernement. Tout ça, donc les députés aussi deviennent corrompus à ce niveau-là parce qu'il a besoin de l'argent pour aller aussi corrompre sa base, s'il faut le dire, pour aller faire des actions à la base. Et tout ça, ça tourne, mais ça pèse sur la tête du Congolais. Donc c'est le contribuable toujours qui en paie les prix, parce que ça tourne, mais ça revient aussi, ça tourne contre nous. Donc c'est un grand travail, et là c'est la sensibilisation, et on doit dire la vérité à notre population. Nous devons éveiller les consciences de la population tout entière, et la femme spécialement. Nous espérons que la démarche des femmes sur la révision de la loi électorale va donc aboutir. Alors, le mois de mars tient à sa fin. Comment analysez-vous les actions menées par différentes structures des femmes durant ce mois de mars 2022? Les différentes structures des femmes, par rapport d'abord au thème qui a été prévu cette année, le thème de l'impact du changement climatique, par rapport au genre. En tout cas, il y a un grand dynamisme. Tous ces mois a été vraiment très comblé. Les activités par-ci, par-là, des expositions, surtout dans l'entrepreneuriat et par rapport au climat. Donc, les femmes ont montré de quoi elles sont capables. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le dynamisme de la femme congolaise n'est plus à redouter. Donc, nous avons des femmes fortes, nous avons des femmes expertes, nous avons des femmes capables dans tous les domaines en République démocratique du Congo. Ce qui manque seulement, c'est la volonté politique. Il suffit seulement une petite volonté politique et la parité peut être effective. Les femmes sont dynamiques, oui, on le voit, on le constate au fil des années. Les femmes congolaises sont de plus en plus actives en politique et dans différents domaines. Mais seulement avec le dynamisme, les femmes vont atteindre cette représentativité voulue dans les institutions. Bon, il y a le dynamisme, il y a les stratégies, quand on embrasse la politique, on doit compétir, hein, on doit compétir avec les hommes, mais nous, par rapport à notre plaidoyer, nous avons proposé des réformes, mais nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés plus loin au nom de l'unité nationale, au nom de la cohésion nationale, au nom de la survie des familles. Nous avons demandé que le chef de l'État, qui est le magistrat suprême, puisse user de son pouvoir afin qu'il y ait cooptation de femmes à un certain pourcentage. Qu'il y ait un quota réservé aux femmes à tous les niveaux des scrutins. Parce que les femmes ne peuvent pas compétir avec les hommes avec disproportion de force. Financièrement parlant, les hommes sont forts.
ils ont eu l'occasion d'accumuler, de s'accumuler l'argent de leur manière, eux-mêmes savent, et les femmes n'ont pas eu cette occasion-là. Sur le plan stratégique, c'est depuis 1960 que les hommes sont sur la scène politique. Les femmes viennent en peine de les rejoindre sur le front, sur les rings. Ils ne peuvent pas se battre de la même manière. Ils ont eu beaucoup d'années d'entraînement. Et pour aller plus loin, nous pouvons dire, pour les cas de notre pays, nos hommes, nos frères, nos maris, nos grands frères, nos cousins, nos fils, ils sont aux affaires, bien sûr, oui, mais à la limite, ils nous ont montré un peu leurs limites. Ils peuvent s'arrêter, accepter à un certain moment qu'ils ont un peu échoué. Ils peuvent laisser un peu la place à la femme et voir de quoi elle est capable. Comment le REDIC s'y prend dans cette matière des femmes, du développement de la femme? Vous parlez du développement intégral du Congo. La femme fait partie du Congo. Comment le REDIC se prend? Bon, le REDIC, vous savez que nous sommes un réseau qui encadre les acteurs non étatiques œuvrant dans la pêche et aquaculture, parce que nous plaidons pour la souveraineté alimentaire qui est un droit reconnu par la Constitution. Ventre creux à point d'oreille. Vous ne pouvez pas éduquer quelqu'un qui a faim. Vous ne pouvez pas changer la mentalité de quelqu'un qui a faim. Donc, tant qu'on n'a pas encore résolu les problèmes de la famine, il y a certains problèmes qui vont rester pendus dans notre pays. C'est pourquoi nous avons préféré militer sur le front de la lutte contre la famine, donc de la lutte contre la malnutrition. Et nous avons préféré travailler pour la sécurité alimentaire, qui est un droit. Et moi personnellement, en tant qu'experte en pêche et aquaculture, nous essayons de travailler par rapport aux femmes qui travaillent dans ce secteur. Nous essayons de plaider pour leurs droits, parce que ce sont les femmes qui font beaucoup, mais leur travail est méconnu. Et nous essayons de voir comment les encadrer, comment elles peuvent accroître leurs revenus, comment elles peuvent valoriser leur travail. C'est ça notre travail quotidien. Mais quand on parle de la femme en général, parce que les produits que nous manipulons, qui est les poissons, les ressources halieutiques, c'est un produit qui est consommé par tous, hommes et femmes. Et notre souci, nous voulons que ces produits qui contribuent énormément à la nutrition et à la sécurité alimentaire se trouvent sur la table de tous les Congolais, hommes et femmes. Nous sommes le 31 mars 2022, clôture du mois de la femme, mois réservé à la lutte pour les droits des femmes. Retournons à la centrale électorale pour vous présenter les femmes qui occupent les postes de responsabilité au sein de cette institution avec un parcours élogieux. Elles parlent des droits des femmes. Regardez. Femme forte et dynamique, militante invétérée des droits de l'homme et de l'émancipation de la femme ainsi que de la jeune fille, surnommée Jeanne d'Arc dans son Likasi natal, députée nationale élue de la ville de Likasi, juriste des formations et des professions au barreau du Haut-Katanga, Patricia Seyamoulela est l'actuelle rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante. Ici, elle aborde la vision de son travail en tant que rapporteur de la CENI dans le contexte de l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du bureau, il y a 7 membres, dont 2 femmes et 5 hommes. Ce qu'il faudrait améliorer un jour. Et au niveau de la plénière, il y a 15 membres, dont 4 femmes. Mais pour notre passage à la CENI, ou pendant notre mandat ici, nous avons pour la première fois dans l'histoire de la CENI, une femme secrétaire exécutive nationale adjointe. En la personne de Madame Marie-Josée Kapinga, nous avons la CEP, Madame Moukoyan Zomé, nous avons aussi beaucoup de femmes CEP sur toute l'étendue de la République, et mon souhait c'est qu'un jour, au niveau de la CENI, qu'on puisse avoir beaucoup de femmes qui occupent des postes de responsabilité. Et pour moi, mon souhait serait que les élections de 2023 connaissent non pas seulement beaucoup de femmes candidates, mais qu'elles soient aussi élues. Actuellement questeur adjointe de la Commission électorale nationale indépendante, Madame Sylvie Birimbano est une ancienne de la CENI qui a une grande expérience des questions électorales de plus de 7 ans.
Cette femme, qui maîtrise bien le terrain, a suivi plusieurs formations dans des domaines diversifiés, notamment dans le domaine électoral, sur le cadre légal électoral, les opérations électorales, l'observation électorale, pour ne citer que cela. Je suis questeur adjointe chargée de la logistique de l'institution et du patrimoine et infrastructure ainsi que de la sécurisation électorale. Donc je m'occupe en grosso modo de la logistique de l'institution. Son combat pour le respect des droits des femmes et de la jeune fille est un engagement qui ne la quitte jamais. Sylvie Biremano explique le sens de son engagement. L'autonomisation de la femme, si je veux me référer au thème, promouvoir l'égalité des sexes. L'autonomisation des femmes face aux enjeux climatiques. Moi, je me dis que la femme doit beaucoup participer, surtout dans la dimension enjeux climatiques. Si la femme doit lutter contre l'insalubrité dans sa maison, je pense que la famille sera protégée contre les maladies. Activiste des droits des femmes, Joséphine Ngalula Kabea est parmi les membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, que dirige Denis Kadima. Licenciée en sciences sociales, politiques et administratives relations internationales, initiatrice du Fort Femme et GEDROF, elle est également experte en plaidoyer, genre, socio-économiste et défenseur de droits humains, spécifiquement ceux de la femme et de l'enfant depuis plus de 20 ans. Joséphine Ngalula a dédié sa vie à la défense des plus vulnérables et des femmes de son pays. Elle parle également des difficultés rencontrées durant son parcours, mais qui ne l'ont pas découragée à poursuivre son combat. La première difficulté, c'est l'acceptation de notre combat par l'environnement immédiat et l'environnement lointain. Parce qu'on pense que travailler dans la lutte contre les violences faites à la femme, c'est une aberration. Elle joue un grand rôle pour expliquer le concept de genre aux membres de la plénière qui sont là comme organe de conception, d'orientation, de décision, d'évaluation et de contrôle de la CENI. Ma vision, d'abord, c'est de faire de la CENI une centrale électorale qui prend en compte les genres. Les genres comme l'un des indicateurs de l'indice de développement humain. Adine Omokoko Asamato, la défenseur des droits de la jeune fille et de la femme, est connue pour ses prouesses dans ce domaine. Elle est parmi les membres de la plénière de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante dans le quota de la société civile. Maître Omokoko revêt une autre casquette, celle d'une femme très active et connue dans la promotion et la défense des droits de la petite et jeune fille et des femmes dans les organisations féminines, plus précisément dans le cadre permanent des concertations de la femme congolaise comme secrétaire générale de 2006 à ce jour. La femme constitue une frange de la population la plus importante et il est grand temps qu'elle saisisse cette opportunité pour qu'elle s'affirme elle aussi en participant dans le processus. Marie-Josée Kapinga Bondo est une femme compétente et une ancienne de la centrale électorale. Marie-Josée Kapinga est licenciée en pédagogie appliquée de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka dans la province de l'Équateur. C'est en 2005 que cette femme dynamique intègre la Commission électorale nationale indépendante, à l'époque CI, comme superviseur technique national pour les provinces de Kinshasa, du Congo central, du Nord Kivu, de l'ancienne province orientale et du Bandundu. Et lorsque le nouveau management est arrivé, on a annoncé l'appel à candidature et j'ai postulé comme Sénat. J'ai été convoqué, j'ai passé l'interview et voilà. Nous voici Sénat. Pour elle, la femme doit chercher à vendre ses compétences intellectuelles d'abord pour avoir une place de choix. Si je n'ai pas cette compétence, on ne me prendra jamais. On ne fera pas de cadeau parce que je suis belle. On ne fera pas de cadeau parce que je parle bien. Mais c'est parce qu'on a besoin de ce que je sais et de ce que je peux faire. Anne-Marie Mukwayanzo Pundu est la secrétaire exécutive de la ville-province de Kinshasa à la Commission électorale nationale indépendante, un poste qu'elle occupe depuis plusieurs années.
Diplômée en relations internationales, elle a également suivi une formation sur la gestion des conflits et des droits humains, spécialisée dans le droit des femmes et du genre et le développement durable. Elle est présidente de l'Organisation des femmes chrétiennes pour la démocratie et le développement, FDD. Ici, au niveau de la centrale, quand on nous embauche, on ne regarde pas notre nature. On nous embauche par rapport à notre expertise, à nos compétences et au travail, à la mission qu'on nous confie. Quand nous travaillons, on ne travaille pas comme femme. Voilà. On travaille comme secrétaire exécutif provincial. Donc, tous et les hommes et nous les femmes, nous sommes appelés à répondre à notre mission de la même manière. Donc chacun de nous est appelé à donner le meilleur de nous-mêmes pour que sa province puisse marcher. Mélissa Silia est la nouvelle secrétaire exécutive de la Commission électorale nationale indépendante Antenne de la Chopo. Une femme dynamique et expérimentée techniquement sur les élections. Son travail consiste à superviser les opérations électorales au niveau provincial. Cette dame est experte en administration électorale, en formation électorale et andragogie. Mimi Fabienne Moukouloumoya est secrétaire exécutive provinciale de la Commission électorale nationale indépendante au Katanga. Une fonction qu'elle assume depuis février 2014, 9 ans déjà à la tête de cette institution d'appui à la démocratie dans cette partie de la RDC. Elle représente la CENI en province, coordonne et supervise les activités techniques, opérationnelles et administratives de la centrale électorale. Avec son expertise, cette mère de famille fait un travail remarquable qui épate même les hommes. La CEPO Katanga est une femme de caractère et aime un travail bien fait. Elle veille à ce que son plan de travail soit respecté et ses objectifs assignés soient atteints. C'est depuis 2014 que Bernardine Kitondomio Lobodi a fait son entrée à la commission électorale indépendante de l'époque comme chargée de l'éducation civique et électorale au BRPCI Bandundu. Et le 18 mars 2017 à ce jour, cette femme engagée a été confirmée comme secrétaire exécutive provinciale à la commission électorale nationale indépendante Congo central. Parmi les activités réalisées à la CENI de 2011 à 2014, elle a géré les finances du personnel de la CENI Congo central et elle a mené plusieurs campagnes de sensibilisation dans les médias avec les partis politiques et acteurs non étatiques. Elle a formé les agents des 12 antennes de la CENI Congo central avant chaque opération électorale. Cette femme de terrain a fait le repérage des centres d'inscription et d'enrôlement ainsi que des bureaux de vote et stabilisation de la cartographie électorale. L'actuel secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante dans la province du Bas-Ouélé, pour et bel et bien Madame Claudine Bazegoto Edi Kalinde. Elle est venue au monde à Isiro dans la province du Bas-Ouélé le 26 janvier 1971. Licenciée en anglais culturel africaine, elle est professeure d'anglais à l'école d'application de l'ISP Bouta et à l'Institut Guimin. Claudine Bazegoto était chargée des inscriptions des électeurs et des candidats en 2006, chef d'antenne de la CENI à Keto de 2010 à 2011. Elle a été également chef d'antenne du territoire d'Irumu à Bunia de 2011 à 2014. Grâce à son expertise et son savoir-faire, Claudine Bazegoto est depuis 2014 secrétaire exécutive provinciale de la CENI dans la province du Bas-Ouélé. Elle supervise des opérations dans cette partie de la République démocratique du Congo. Madame Patricia Maïcha, vous avez suivi le portrait de toutes ces femmes au sein de la CENI, plusieurs femmes d'ailleurs qui occupent des postes, des responsabilités au sein de cette institution d'appui à la démocratie. Et ce qui m'a plus tiqué, c'est que ces femmes ont un parcours élogieux, beaucoup de compétences à entendre tous ces portraits. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je l'ai aussi dit tantôt. On ne peut pas désigner une femme seulement parce qu'elle est femme.
La CENI, d'abord, c'est un organe technique d'appui à la démocratie. Et là, ça requiert une compétence par rapport à la matière. Vous ne pouvez pas vous improviser membre de la CENI. Et c'est cette représentativité des femmes, bien qu'elle n'ait pas encore... Elle n'a pas encore atteint les 50% comme prévu par la Constitution, mais quand même, il y a des avancées à encourager au niveau de l'institution et que si les autres institutions peuvent emboîter le pas, c'est une très bonne chose. Et petit à petit, peut-être à l'autre institution suivante, donc l'autre CENI, pour les élections 2028, on peut avoir encore une CENI plus genrée que celle-ci. Ce sont des choses à encourager. Merci Madame Patricia Maïcha d'avoir été de nôtre. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de REDIC, Réseau pour le développement intégral du Congo, et vous êtes activiste de droits humains. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Madame Esther. Merci également à vous d'avoir suivi Femmes pour 2023. C'était un réel plaisir de vous le présenter. Restez branchés et suivez votre émission sur vos chaînes habituelles. À très bientôt.